Le 29 avril 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, des élections municipales se déroulent en France, les premières depuis la Libération. Le contexte politico-social est difficile, la situation économique reste très précaire, les prisonniers de guerre ne sont pas tous rentrés et c'est un test politique pour les institutions issues de la résistance. Mais c'est un jour absolument historique pour une autre raison, c'est la première fois que les Françaises votent. Et on va revenir sur ce jour historique avec Réjeanne Sénac. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche CNRS au CEVIPOF, présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et auteure de L'égalité sous conditions aux éditions Sciences Po Les Presses. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, dans les textes, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, mais c'est donc la première fois que cela s'applique sur une élection. Tout à fait. Il est intéressant de se rendre compte, grâce à cet anniversaire, que le pays des droits de l'homme a exclu les femmes de la citoyenneté active, puisqu'elles avaient tous les devoirs des citoyens et des citoyennes, mais elles n'avaient pas les droits, et en particulier pas le droit ni de voter ni d'être élues, et qu'il a donc fallu attendre une ordonnance qui a été votée d'abord par le Comité français de libération nationale, puis par le gouvernement provisoire, donc d'abord le 21 avril 1944, puis en octobre 1944, pour que les femmes accèdent à ce droit, qui est un droit fondamental en termes de citoyenneté. Rappelons quand même que il y avait eu des va-et-vient entre la Chambre des députés et le Sénat, mais que ce droit de vote, il n'est pas passé par les chambres, il n'a pas été voté, mais il a été imposé par une ordonnance. Et alors c'est donc grâce au général de Gaulle, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il a décidé, le général ? Il était plus féministe que les autres ou c'est par intérêt pur ? Alors, je ne suis pas sûre que si le général de Gaulle vous entendait, il serait fier ou il assumerait ce qualificatif de féministe, qui pourtant est un beau mot, même s'il est assez maltraité ou il est perçu de manière assez péjorative en français. On peut dire, et Mariette Sinaud le dit, une autre politiste en particulier, qu'il a eu le beau rôle. Il a eu le beau rôle d'abord parce qu'il a annoncé en 1942 qu'une fois que les ennemis seraient chassés du territoire, les femmes et les hommes voteraient pour élire donc les assemblées. Donc, il l'avait annoncé. Et puis, parce qu'il a été celui, en tant que, à la fois responsable du Comité français de libération nationale, puis du gouvernement provisoire, celui qui a signé les ordonnances. Mais on ne peut pas dire qu'il était féministe, même si c'était un grand homme. Et donc ça, c'est intéressant, parce que nos grands hommes ont rarement été des féministes et ne voyaient pas la contradiction entre porter l'égalité républicaine et trouver tout à fait légitime l'exclusion des femmes, en particulier de la citoyenneté. Peut-être deux indices pour valider cet argument un peu fort. Tout d'abord, cette ordonnance et l'article 17 du 21 avril 1944, qui donne le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, il est voté suite à l'amendement de Fernand Grenier, le représentant communiste au Comité de libération nationale, parce que Paul Jacobi, qui est un sénateur radical de Corse et qui présidait la commission de réforme de l'État, lui, il voulait uniquement donner le droit de vote aux femmes, mais après les premières élections, il y a toujours cette idée qu'il faut laisser du temps au temps, que dans les périodes troublées, voilà, on fera plus tard. Et donc, c'est vraiment grâce à la pression aussi des résistants et à l'alliance avec les communistes qu'il y a le droit de vote et d'éligibilité. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ensuite ? Le général de Gaulle, il n'a pas de femme, ni parmi son staff dans ses cabinets politiques, ni parmi les ministres qu'il nomme. Il n'y aura que 2 secrétaires d'État pendant les 10 ans de sa présidence, et donc des secrétaires d'État qui seront à la fois à l'Éducation nationale, pour Marie-Madeleine Dienich, ou Nafissa Sidi Carrar, qui sera en lien avec l'Algérie. Donc on voit vraiment que, comme le disaient des proches à la fois Tricot et Boitreau, pour le général de Gaulle, qui a une vision de l'éthos politique comme un éthos militaire, les femmes sont plutôt des agents de déstabilisation liés à l'émotion, de manière assez contradictoire avec sa conception du politique. Et alors, est-ce que ces femmes ont été nombreuses à y participer à cette élection ? Est-ce qu'on connaît le taux de participation ? Alors, il est souvent dit que les femmes se sont plus abstenues. Ça va être vrai pour les élections suivantes, et en particulier à partir des élections de 1946. Mais aux élections, vraiment au lendemain de la Libération, dans cette période-là, les 12 millions d'électrices vont voter et il n'y a pas de différence en termes de participation entre les femmes et les hommes. Quels étaient les préjugés sur les votes des femmes ? On dit que leur vote était censé être plus conservateur. Est-ce que ça s'est avéré juste ?
Alors, les travaux comparant, grâce à des sondages à la sortie des urnes, le vote des femmes et des hommes, montrent en effet que les femmes ont voté plus à droite, plus conservateur, jusqu'aux années 70, voire jusqu'aux années 80, où là, il y a eu un renversement et les femmes ont voté plus à gauche. C'était vrai, pas uniquement en France, mais dans les démocraties occidentales, on le voit dans les enquêtes sur les valeurs internationales. C'est l'influence de l'Église ? Alors, c'est vrai que l'un des arguments pour s'opposer au droit de vote des femmes, du côté en particulier des radicaux ou des radicaux socialistes, c'était de dire que c'était pas pragmatique de donner le droit de vote aux femmes, puisque les femmes allaient voter plus à droite. Ce qui est vrai, et en particulier, ceux qui défendaient une république laïque disaient qu'il y avait un péril clérical, puisque les femmes allaient voter comme le curé leur dirait. Donc on voit en effet que dans un premier temps, les femmes votent en effet plus à droite et s'abstiennent plus. Est-ce qu'il y avait aussi une forme de mépris ? Est-ce qu'on se disait que les femmes n'avaient pas de cervelle ou qu'elles allaient voter comme leur mari ? Alors déjà, je pense que c'est très important de se dire que si, dans un suffrage qui est porté ou qui est nommé comme universel depuis 1948, on ne voit pas tant de contradictions que ça, à part des militantes et certains intellectuels ou certains politiques qui voient une incohérence. C'est parce que les femmes sont associées à un manque de puissance, de capacité, de prendre la distance vis-à-vis de leur instinct naturel et de leur mission de procréation, et en effet qu'elles ne sont pas perçues comme étant autonomes, en particulier dans le choix qu'elles pourraient faire politiquement. Et quand on regarde la manière dont les journaux ont suivi, analysé, commenté ces premières élections, on voit en effet, et l'historienne Christine Barr le développe, à la fois du mépris et du paternalisme, mais aussi parmi les revues dites, les magazines dits féminins. On peut citer en particulier dans le magazine Elle de 1946, un petit conseil qui est fait aux femmes donc pour les législatives de 46. Alors on leur dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à distinguer entre les différents partis politiques, faites confiance à votre mari. Et puis, si vous lui demandez gentiment, il pourra même avoir la complaisance de vous expliquer les motifs de sa décision. Et puis, dans un magazine du Mouvement national de libération qui s'appelle La Femme, c'est assez révélateur quand on le met au singulier, comme s'il y avait un seul modèle de femme, il leur est dit, leur donner un conseil très important, qu'on devrait d'ailleurs peut-être suivre encore, c'est qu'à la sortie du bureau de vote, pour rassurer leur mari, il faudrait qu'elles arrangent leur bouche et qu'elles mettent un peu de poudre, qu'elles sortent leur poudrier. Alors, pour montrer qu'on peut assumer le rôle de citoyenne tout en restant féminine. Donc on voit bien là que la peur, c'est que les femmes deviennent vraiment des égales des hommes, au sens où elles soient en totale autonomie et qu'elles ne soient pas toujours dans cette imagerie de la femme séductrice et séduisante. Et la France était très en retard sur le vote des femmes. Je crois qu'elles obtiennent ce droit après les Américaines, les Néerlandaises et même les Turques. Oui, alors ça a peut-être été d'ailleurs un facteur qui a entraîné, qui a motivé les hommes politiques, comme le général de Gaulle, qui voyait à la fois un avantage électoral, puisqu'il savait que dans un premier temps, en tout cas, elles allaient voter plus à droite, et puis aussi une forme de stigmatisation de ce grand pays des droits de l'homme qui arrivait après des pays qu'on jugeait moins civilisés que nous. Réjeanne Sénac, si je vous demande de terminer cette phrase, le 29 avril 1945, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où donc ce grand pays des droits de l'homme est peut-être devenu un peu plus cohérent, ou en tout cas a considéré la moitié de sa population comme des citoyennes un peu plus à part entière et un peu moins entièrement à part. Là, je reprends une expression d'Aimé Césaire. Mais aujourd'hui, 70 ans après ce premier vote et élection des femmes, où est-ce qu'on en est ? Je pense que c'est important de se dire que 70 ans après, on n'a jamais eu de femme chef d'État. On a eu qu'une femme chef de gouvernement et on peut se dire qu'elle a été plus que maltraitée. On n'a jamais eu de femme à la tête d'une des chambres, Assemblée nationale, Sénat. On n'a que 16% de femmes maires, on n'a qu'une femme présidente de région sur 22, on n'a que moins de 10% de femmes présidentes de conseils départementaux, alors qu'il y a des lois dites sur la parité qui contraignent à un partage des responsabilités politiques. Donc je reprendrai avec un peu de provocation, mais je pense qu'il en faut pour faire bouger des choses qui sont aussi ancrées dans le temps. Je reprendrai une expression du marquis de Sade qui disait « Français, encore un effort pour être républicain ». Merci beaucoup Réjeanne Sénac d'avoir été mon invitée dans Le Jour où l'information continue sur LCI.